Merci Nicolas. Merci à Frédéric aussi qui n'est pas là mais dont nous avons entendu les paroles. J'ai l'honneur d'animer cette matinée, de guider un petit peu non seulement le timing mais aussi peut-être les débats, les échanges que nous aurons. Je suis particulièrement attachée à cette maison parce que j'y suis bénévole. Les mots de Frédéric et ceux que vient de prononcer Nicolas nous disent à quel point le langage est important. Frédéric disait il faut faire dialoguer la pratique et la pensée de sa pratique. Voilà. Et pour penser, eh bien, nous utilisons du langage. Et je pense que ce matin, nous allons avancer dans la réflexion sur le langage. Que dit le langage de la réalité qu'il décrit? Finalement, qu'est-ce qu'on dit quand on parle de soins palliatifs? En un temps, on a beaucoup interrogé la notion de fin de vie. Où est-ce qu'elle s'est développée? Qu'est-ce qu'elle signifie? À quoi elle nous sert finalement cette expression? Voilà. À quel champ appartient le langage que nous utilisons dans nos pratiques, pour décrire nos pratiques? Voilà ce matin ce à quoi nous allons nous intéresser avec nos intervenants. Alors, dans la première partie de cette matinée, entre 9h30 et 11h, nous avons 3 intervenantes qui ont accepté effectivement de plonger dans la réflexion, d'y prendre du temps pour la partager avec nous ce matin. Dans un premier temps, Élodie Potin, qui est responsable de formation et puis gestionnaire du planning soignant à la maison médicale, va prendre la parole avec Anne-Caroline Frère-Jacques. Anne-Caroline qui est infirmière coordinatrice dans la maison médicale. Elles vont prendre la parole toutes les deux en alternance, je crois, pendant une trentaine de minutes. Je vous ferai un petit signe à 2 minutes de la fin pour vous aider à conclure. Voilà. Nous vous écoutons. Je vous laisse la parole. Bonjour. Donc la prise en charge palliative est possible grâce à un déploiement moyen humain important et même plus important que dans d'autres services, vu que le ratio effectif est nécessaire pour la bonne prise en charge. Elle repose sur un travail d'équipe pluridisciplinaire et interdisciplinaire. Et donc du coup, partant de cette définition, le soin palliatif s'inscrit presque naturellement dans une logique du care. Néanmoins, le soin palliatif n'échappe pas aux injonctions des différentes politiques de santé, notamment la logique de rentabilité et d'efficience. Nous nous sommes donc posé 2 questions. Comment est-il possible de faire cohabiter ces 2 logiques et quels sont les risques et les biais à éviter? Donc, pour illustrer cette problématique et pour la travailler, nous sommes partis d'une réflexion à partir d'un cas concret que nous vivons chaque semaine avec Élodie, qui est le suivi et l'ajustement des plannings soignants, et en particulier de la journée du vendredi. On vous expliquera pourquoi cette journée tout à l'heure. Donc cette situation peut peut-être sembler banale, mais elle mobilise l'ensemble des acteurs à la fois de soins et des acteurs administratifs, et elle rend compte de l'équilibre fragile qui peut exister entre le sens du soin et la logique de rentabilité. Donc à partir de cette description, nous allons tenter de vous démontrer la pluralité des enjeux en fonction des acteurs, la rencontre possible entre ces 2 univers et ces 2 logiques, et les conditions pour rendre possible un care en cascade et mettre en place un cercle vertueux. Donc la situation qu'on a choisie, c'est la réunion d'équipe qui a lieu tous les midis entre les infirmières coordinatrices, la directrice des soins, la DSI et la gestionnaire planning. Donc c'est une réunion qui a eu lieu entre 12h30 et 13h30 et elle a différents objectifs. Le premier objectif, ça va être de faire des transmissions générales sur la vie de l'équipe. On peut faire cas des tensions qu'il peut y avoir, des cas complexes avec les familles, les patients, des problèmes de matériel, un patient plus lourd, un patient SLA, enfin voilà, ça peut rejoindre l'ensemble de ces problématiques. On en profite à ce moment-là pour faire la répartition des entrées et c'est là où on va se baser sur le taux d'occupation à la fois des unités mais également de l'établissement. Et dernier objectif de cette réunion, c'est faire un point sur les plannings. Donc en fait, on vérifie bien les plannings la veille pour le lendemain, que nos effectifs soient corrects. On
identifie des zones de risque, on élabore des solutions de remplacement, on évalue si oui ou non on va avoir besoin d'avoir recours à l'intérim, et puis on essaye de trouver, d'être inventif quand des fois on n'a pas de solution, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas en interne des personnes pour travailler en heures sup ou des réponses en intérim. Donc on essaye de travailler ensemble pour être inventif et trouver une solution. Et donc en fait à ce moment-là, il s'agit clairement d'ajuster les effectifs à la charge en soins, mais aussi au nombre de patients. Parce qu'effectivement, en cas de problème de personnel, une des variables d'ajustement, ça pourrait être le nombre d'entrées qu'on fera en face. Donc cette réunion a encore plus de sens le vendredi, parce qu'on va devoir caler pour le samedi, le dimanche jusqu'au lundi. Donc on va devoir voir 3 journées différentes pour les effectifs. Et en plus, le deuxième enjeu, c'est que le week-end, donc on a un effectif qui est réduit. La semaine, nous sommes 6 soignants dans les services et le week-end, nous serons 5 soignants. Donc il va falloir tenir compte en plus de cette variation. Donc il va y avoir une attention particulière qui sera portée sur une évaluation à la fois de la charge en soins, sachant que la charge en soins est quelque chose d'assez difficile à évaluer dans le sens où ça ne va pas forcément aller de pair avec le nombre de patients qu'on prend en charge. Parfois un service de 8 patients peut être extrêmement lourd, à côté un service de 13 patients peut être beaucoup moins lourd si les soins prennent moins de temps et sont moins difficiles. Ensuite, on va prendre aussi en compte le nombre de patients précaires, parce que ça va aussi nous permettre d'avoir une idée d'éventuellement du nombre de décès et qui aura un impact donc, sur cette charge en soins. On va essayer d'évaluer aussi s'il nécessite un renfort. Donc, comme je vous l'expliquais au début, comme on aura 5 soignants, on peut aussi évaluer si éventuellement il ne faudrait pas une 6e personne, parce que sinon la prise en charge sera moins bonne. Et on va aussi prendre en compte les potentielles difficultés et les risques qui pourraient se produire pendant le week-end. Ça va être par exemple si il y a une famille qui demande particulièrement de temps, si il y a une fatigue des soignants qui est due à des événements antérieurs ou à une semaine qui a déjà été compliquée, ou s'il y a eu une multiplication de décès pendant quelques jours qui a un impact sur l'équipe. Donc on va tenir compte de tous ces éléments. Donc, cette évaluation, elle va se faire par différents acteurs. C'est ce qu'on va essayer de vous démontrer maintenant. Et ces différents acteurs, eux, vont avoir des objectifs différents. Donc, l'équipe soignante va faire part de son évaluation, elle va le transmettre à l'IDEC. Donc, l'infirmière coordinatrice, elle va faire part de la prise en charge dans le service et éventuellement la lourdeur de soins ou les appréhensions qu'ils peuvent avoir pour le week-end. Et l'enjeu de l'équipe soignante, ça va être de se dire on va fonctionner à 5 et non à 6 et comment on va faire pour garantir notre qualité de prise en charge de la même manière. Ensuite, vous allez retrouver l'infirmière coordinatrice. Donc elle, son rôle, ça va être d'écouter les soignants et d'interpréter leur évaluation pour pouvoir ensuite leur transmettre à la réunion. Elle, l'enjeu de la coordinatrice, c'est qu'elle ne travaille pas le week-end. Donc, elle va souhaiter prendre soin de son équipe, vu que c'est son rôle. Et son enjeu, c'est de se dire, avec un effectif réduit, je veux que le travail, il y a une volonté de lisser le travail pour atteindre un taux d'occupation quand même correct, avec cette notion l'infirmière coordinatrice a cette notion qu'il faut que le taux d'occupation soit correct, mais elle va vouloir le lisser pour éviter qu'il y ait en fait une activité qui aille en dents de scie. Dans les différents acteurs, il y a également du coup la personne en charge des plannings. Donc son rôle, ça va être de trouver des solutions qui vont être adaptées par rapport à la charge en soins telle qu'elle a été définie par l'infirmière coordinatrice. Et l'enjeu, ça va être de rester sensible à la problématique des soignants qui vont travailler ce week-end-là, et à la fois garder en tête la réglementation du travail, c'est-à-dire que s'il faut qu'on trouve du renfort pour travailler ou des gens pour remplacer des personnes absentes, il faut garder à l'esprit que quand on sollicite en interne, on va peut-être potentiellement épuiser notre personnel, même si ça peut être des heures supplémentaires qui sont choisies pour des raisons financières ou par des raisons aussi de solidarité pour les collègues. À un moment donné, il faut aussi être attentif à ça pour ne pas éviter cet épuisement et justement éviter à long terme ou à court terme des arrêts.
Il y a également donc la DSI qui, elle, son souhait, c'est qu'il n'y ait pas de problème de personnel, mais à la fois, elle est très sensible au taux d'occupation, le fait qu'il soit correct. Parce que bien évidemment, même si elle reste sensible à l'évaluation de la charge en soins, elle a des comptes à rendre à la direction au niveau de certains indicateurs notamment, que ce soit par exemple le taux d'occupation, la justification de renfort, le coût de l'intérim, la charge salariale avec aussi le recours aux heures supplémentaires. Donc tous ces points-là qu'elle devra justifier. On a également le cas d'astreinte, je dirais que c'est un peu un électron libre, mais c'est un acteur durant le week-end parce qu'il va gérer les éventuels problèmes techniques ou de personnel. Et lui, finalement, son enjeu, dans un monde idéal, c'est qu'il n'y ait pas de problème pour éviter d'être sollicité ou d'avoir des soucis à régler. Donc, dans l'idéal, s'il y a quelques renforts le week-end, il n'est pas forcément contre parce que s'il y a un personnel qui est absent à la dernière minute, il pourra toujours se dire « bon, bah, j'ai une solution de repli et je peux redéployer le personnel différemment ». Et puis, il y a également la direction. La direction, son rôle, ça va être de limiter les renforts pour des raisons financières, ce qui s'entend tout à fait, et d'avoir le meilleur taux d'occupation possible pour garantir une stabilité financière et un bon maintien de l'activité. Du coup, ouais, on a illustré un peu ce propos par un schéma. Je ne sais pas s'il apparaît. Non. Qui a le... Ah, c'est le PowerPoint, c'est pour l'activer sur la télé. Sur le bureau. Non, on va revenir sur le bureau. Excusez-moi, mais peut-être échappe. Je pense qu'il faut faire échappe. Je n'ai pas mon niveau de document. Est-ce qu'on peut réduire ça? Le réduire seulement, non. Encore. Voilà. Est-ce que, et là, faire diaporama à partir du début. Ouais. Lancer un premier... voilà. Voilà, du coup, à travers ce schéma, donc on va retrouver avec la pyramide, donc les différentes personnes qui ont un rôle et qui interviennent dans la situation qu'on vient de décrire. En fait, quand on fait cette synthèse, on peut penser qu'on va être dans un conflit de valeurs entre deux logiques opposées, comme vous pouvez le voir, avec le care et le sens du soin d'un côté et la logique financière. Avec Élodie, en réfléchissant, on s'est dit que l'absence de communication entre ces acteurs dans cette pyramide allait probablement amener à un échec de ces deux logiques et à une certaine frustration de la part de tout le monde, vu que chacun a des objectifs différents, mais ne se rencontrent pas. Donc on s'est posé la question comment contrebalancer cette idée reçue et permettre la rencontre en trouvant un certain équilibre. Donc on est parti de l'hypothèse que s'il y avait une fluidité de communication entre donc le haut de la pyramide et le bas de la pyramide, mais également aussi une fluidité entre les différentes personnes et les différentes strates, en particulier entre du coup les infirmières coordinatrices et la DSI, vu que c'est le moment un peu charnière, et qu'il y avait un discours partagé, on allait pouvoir peut-être justement débloquer cette situation. Et du coup, vraiment partager ce qu'on pouvait imaginer au départ, que la notion de care, elle viendrait de la base pour aller vers le haut et que la logique financière serait dans l'autre sens, vraiment qu'on soit dans quelque chose de vertueux dans les deux côtés, quoi. Du coup, on peut à partir de ce constat, on peut se dire que une des clés pour y arriver, c'est la communication. La communication, ça serait l'outil d'équilibre entre ces deux logiques. Pour entrer dans une démarche de care et à la fois répondre aux exigences et aux attentes financières, les organisations de travail doivent pouvoir compter sur leur personnel. L'objectif d'un établissement de santé, de soins palliatifs, mais d'un établissement de santé en général, ça va être de garantir une prise en charge de qualité auprès des patients, mais également de garantir une stabilité financière pour maintenir l'activité. On a tous
Le même but final, c'est prendre soin du patient, mais pour prendre soin du patient, il faut prendre soin de son personnel. Et quand on dit personnel, c'est personnel au sens large. Ce n'est pas que les soignants, ça peut être aussi les administratifs, les encadrants, la direction, c'est tous les différents acteurs qu'on a pu lister. Dès lors, on peut s'interroger sur qu'est-ce que ça veut dire prendre soin du personnel. On a émis des hypothèses. On s'est dit que prendre soin, c'était par exemple entendre et prendre en considération les difficultés, accepter de sortir de son raisonnement type et s'ouvrir à l'autre, donc accepter de se dire par exemple, quand on me dit que 8 patients dans une unité, c'est plus lourd que l'unité d'à côté où ils sont 12. Et puis c'est aussi ne pas porter de jugement sur la parole qu'on reçoit. Tout ça permet vraiment une vraie écoute. Et ce temps d'écoute et de partage, il va être possible uniquement s'il y a une relation de confiance qui est tissée entre les différents acteurs. Et du coup, pour entrer dans cette logique qu'on pourrait appeler d'un care en cascade, où tout le monde prend soin des uns des autres, il est nécessaire que ce temps d'écoute soit vraiment perçu par l'institution comme un temps de travail et pas comme du bavardage, entre guillemets. Parce que ces temps, ils sont peut-être plus ou moins formels, mais ils sont nécessaires pour tisser une relation de confiance entre tous les acteurs. Pour pouvoir avancer ensemble vers l'atteinte des objectifs, donc cette écoute et cette compréhension doivent être partagées dans les deux sens par tous les acteurs pour obtenir une adhésion de l'ensemble des individus. Donc concrètement, il nous paraît nécessaire à la fois de sensibiliser les soignants à la logique financière en leur expliquant comment les choses fonctionnent et qui est une réalité, pour une meilleure compréhension des enjeux, mais aussi il nous semble important que la direction ait la notion du care et notamment la sensibilité que la prise en charge palliative est particulière par rapport à d'autres services. Donc c'est en comprenant pourquoi il y a des règles et il y a un cadre qui est posé que nous allons pouvoir accepter un écart d'idéal par la suite quand on va être dans la réalité du terrain où il va manquer éventuellement une personne, où il va falloir faire une entrée d'urgence parce que la personne a besoin d'arriver en soins palliatifs. Donc on aboutit à, normalement on s'est dit qu'a priori en travaillant dans ce sens-là, on aboutit à une relation de confiance. Donc le soignant doit se sentir à la fois libre de pouvoir s'exprimer et de pouvoir se sentir écouté et respecté dans ses convictions par rapport aux soins et dans le fait de prendre soin. Et la direction doit aussi avoir un sentiment de juste évaluation en soins, d'être dans cette relation de confiance. Et du coup, si l'équipe ne va pas tout le temps réclamer une personne en plus ou tout le temps dire que c'est lourd, elle va pouvoir entendre objectivement quand la personne va venir dire qu'elle a réellement besoin d'un renfort. On vous propose une situation qui s'est du vécu pour illustrer un peu les propos que vient de dire Anne-Caroline. C'est une situation que j'ai vécue il y a quelques semaines. On a eu une absence la veille pour le lendemain d'une infirmière qui travaillait en petite journée. Il faut savoir qu'on a des infirmières en grande journée, 7h, 19h et 8h, 20h. Donc on peut se dire de prime abord qu'un 8h, 17h, c'est un petit peu moins grave dans le sens où la plage horaire est quand même occupée. Néanmoins, cet événement, donc c'est un événement imprévisible, soudain, et donc forcément limitant en termes de solutions qu'on peut trouver. Parce que, là, en l'occurrence, même en ayant posté sur notre plateforme pour mobiliser les personnes en interne pour des heures sup, on ne trouvait pas. Et en ayant commandé en intérim, on ne trouvait pas. Du coup, à ce moment-là, je suis descendue voir les équipes pour voir avec eux quelle était la charge en soins, quelles étaient les difficultés qu'ils avaient ou pas, vraiment prendre, entre guillemets, la température. Et puis, parallèlement à ça, je leur ai expliqué les différentes actions que j'étais en train de mener. Ça ne voulait pas forcément dire que j'allais trouver une solution, mais en tout cas, il y avait une transparence dans les actions. On ne fait pas rien, on vous écoute et on essaye de trouver des solutions. Au final, pour cette situation, on n'a pas trouvé d'infirmière, mais on a pu trouver un aide-soignant vacataire donc, qui connaît l'établissement, donc c'est toujours mieux qu'un intérimaire en termes de qualité de prise en charge. Et puis, on a décidé aussi qu'au lieu de faire 2 entrées, on allait en faire qu'une seule. Certes, ce n'était pas la solution la meilleure, mais en fait, le fait qu'on ait pu travailler ensemble et qu'on s'est écoutés les uns les autres,
Et ben, l'équipe a parfaitement été presque contente en fait finalement de la solution que j'ai pu apporter. Et parce qu'on était dans une démarche d'écoute et d'accompagnement en fait. Et pareil, on l'a illustré par un schéma. On se questionne sur la communication. Est-ce que ça ne serait pas la clé d'un care institutionnalisé? Donc finalement, les ingrédients dans la communication, ça va être l'écoute, la relation de confiance et le partage de valeurs. Tout ça va nous permettre d'avoir une bonne relation entre les différents acteurs. Le fait qu'on ait des bonnes relations, ça va nous permettre, le cas échéant, s'il y a un problème, de gérer une crise de manière performante. Ça veut dire qu'on va pouvoir trouver un compromis ensemble. Et le fait qu'on trouve un compromis ensemble, de nouveau, ça permet d'avoir des bonnes relations entre les acteurs. Ça n'arrive pas, mais ça va arriver. Voilà. Du coup, on rentre dans ce cercle vertueux parce que vu qu'on a des bonnes relations, on nourrit à la fois notre écoute, notre relation de confiance et le partage de nos valeurs. Ce cercle est vertueux, mais il y a quand même un risque qu'on peut souligner, c'est que s'il y a une répétition trop importante de crise, ça pourra mettre à mal cette notion de care en cascade. Et à ce moment-là, il faudra s'interroger de manière plus profonde sur pourquoi on a ces problèmes-là, ce dysfonctionnement-là, et agir dessus pour ne pas mettre à mal justement tout ce travail de relation et de confiance qui a été bâti. Voilà. Dans la pratique concrète. On reviendra tout à l'heure sur ce que vous avez décrit à partir vraiment de vos journées, de votre travail, de vos réunions. Je retiens là ce que vous venez finalement de soulever. Il y a le souhaitable, l'idéal, avez-vous dit, et puis il y a le possible, la réalité concrète. Et vous nous avez bien montré ce travail de réflexion qui est à l'œuvre pour tenter de passer cette épreuve du réel et de répondre à la réalité concrète et à la crise qui peut se présenter et que vous avez décrite. Un grand merci à toutes les deux pour vos prises de parole vraiment chargées de votre pratique professionnelle. Nous allons maintenant accueillir et donner la parole à Agata Zielinski. Agata qui est maître de conférences en philosophie, qui travaille en faculté de médecine à l'université de Rennes. Nous sommes très heureux de l'accueillir, d'accueillir ce qu'elle va pouvoir nous dire elle aussi de sa place, non seulement de philosophe, mais je ne dévoile pas grand-chose en disant qu'elle a été bénévole aussi dans cette maison, qu'elle connaît en son cœur. Merci Agata. La parole pour 30 minutes aussi. Merci Marie-Dominique. Il y aura aussi un PowerPoint. Mais je peux commencer sans, donc tu as le temps de le trouver. Alors, je vais commencer par des choses qui sont peut-être un peu quelques clichés. C'est la question, pourquoi est-ce que le philosophe a très peur dès que le mot « gestion » apparaît pour parler de l'humain? Et a fortiori, le philosophe en soins palliatifs, quoi. Et j'ai vraiment la même question que celle qui a été présentée à l'instant, c'est-à-dire, est-ce que la logique et le soin, ce sont vraiment deux logiques inconciliables? Donc on part vraiment de la même question, on va se croiser pas mal en fait. Et la première des choses que le philosophe peut remarquer, c'est que peut-être que le vocabulaire de la gestion met en danger le soin. Je pars juste du vocabulaire pour l'instant. Alors faisons un petit tour du côté de l'étymologie. Donc c'est un terme latin, gestio, gestionis, qui renvoie à l'action de gérer, à l'exécution. Il faut aller chercher le verbe pour avoir un petit peu plus de détails. Le verbe, c'est porter une chose, s'en charger, faire, accomplir, exécuter, mener ou administrer des affaires, prendre en main, administrer des affaires publiques,
diriger ou mener des opérations de guerre. Vous voyez là, on monte en intensité. Donc il y a les notions aussi de gouverner, diriger, ordonner, organiser. Alors donc si on regarde l'étymologie du verbe, les racines du verbe, on est vraiment dans le registre un peu du contrôle. Contrôler, déterminer, cadrer, mettre des normes, contrôle et organisation. C'est un peu le registre à partir de l'étymologie. Alors pourquoi est-ce que juste à partir du vocabulaire, le philosophe est mal à l'aise? Alors peut-être il y a la diapo suivante. Voilà, merci. Alors deux choses. Premièrement parce que initialement, le vocabulaire de la gestion nous renvoie, enfin il porte sur des biens, sur des choses, des ensembles, et que transposé aux humains, le risque, c'est que la gestion les traite, les gère, comme des choses ou des éléments plutôt que comme des personnes ou des sujets. Alors évidemment, dit comme ça, c'est caricatural. Mais simplement, ça met en évidence que ce qui préoccupe le philosophe et le soignant, eh bien, c'est prioritairement le sujet, enfin la personne dans sa singularité, avec son histoire, son rapport particulier et évolutif à ce qui lui arrive, son entourage, etc. Donc dans le soin, on va être moins prioritairement dans le registre de l'organisation et plutôt spontanément dans le registre de la relation. Avec, en vous écoutant tout à l'heure, je me disais, il y a quelque chose qui vient se greffer aussi sur cette apparente opposition entre organisation et relation. C'est, vous disiez tout à l'heure, la gestion, elle est aussi dans une logique de rentabilité et d'efficience, alors que spontanément, la relation, elle a une connotation de gratuité aussi. Prendre du temps pour la relation, on est dans le registre de ce qui ne se compte pas, justement. Et puis, le deuxième point pour lequel le philosophe est un peu mal à l'aise avec ce vocabulaire de la gestion, c'est donc aussi parce que ce vocabulaire sous-entend le contrôle et la maîtrise, là où le philosophe et le soignant seront attentifs à l'événement. Et qu'est-ce que c'est l'événement? Eh bien, c'est ce qui survient de façon inattendue, donc ce qui échappe pour une part au contrôle. Donc vous savez, par exemple, c'est le patient qui aura toujours été compliant au traitement, patient entre guillemets facile, et puis un jour vous entrez dans la chambre et le patient est dans le refus de tout. Ah, ça fait événement, c'était inattendu, ça vient rompre quelque chose, une habitude relationnelle dans laquelle on était un peu installé. Et puis l'autre chose qui arrive un peu en contrepoint aux notions de contrôle et de maîtrise, c'est la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est aussi ce qui vient se distinguer en quelque sorte de la maîtrise. Quand nous faisons l'expérience de notre propre vulnérabilité, c'est justement quand nous faisons l'expérience de ne pas tout maîtriser. Ou pour reprendre un terme que vous avez aussi employé, l'expérience que nous faisons de notre impuissance. Donc là aussi, ça vient se distinguer au contrôle ou à la maîtrise plus particulièrement. Autrement dit, le philosophe et le soignant reconnaissent, je pense assez spontanément, que dans la relation de soins, on ne maîtrise pas tout. Et que ce non maîtrisable fait partie de la relation. Et même, peut-être que c'est ce qui rend la relation de soins à la fois passionnante et éprouvante. Passionnante, pourquoi? Parce que la part de non maîtrisable va laisser la place à la créativité, et que la créativité est aussi un élément important de la relation de soins. Mais éprouvante, parce que le non maîtrisable, eh bien, cela laisse de la place à l'incertitude et à l'inquiétude qui va avec. Donc ça, c'est ce côté aussi éprouvant qu'on ne peut pas calculer, mais qui est à prendre en considération, comme vous le disiez aussi dans les exemples que vous donniez tout à l'heure. Alors, si on va maintenant, un peu en pendant de cela, regarder du côté du vocabulaire du soin et de ses étymologies possibles. Là aussi, on va du côté du latin. Le mot latin, c'est cura, ou le verbe latin qui dit soigner, c'est curo, curare.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme registre là de sens? Avoir soin d'eux, aussi s'occuper d'eux, faire le nécessaire, soigner, traiter, soumettre à un traitement, mais c'est aussi donc un vocabulaire qui renvoie à la fois aux soins et à la sollicitude, aux soins et aussi à la charge. Et je vais juste vous rapporter une fable, un conte que l'on trouve dans la mythologie et qui met aussi l'accent sur la proximité de sens entre le soin et cette dimension de souci et d'inquiétude qui peut lui être sous-jacente. Alors, la fable raconte ceci, je vous la lis à peu près. Un jour que Koura, donc Koura, ce terme latin, alors justement, un jour que Koura traversait un fleuve. Alors la question c'est un peu comment il faut le traduire là? C'est le soin qui traverse un fleuve, c'est l'inquiétude qui traverse un fleuve. La tradition traduit par souci. Donc ayons ça en tête, c'est le mot latin traduit par souci, mais avec à la fois cette connotation de soin et d'inquiétude. Un jour que le souci traversait un fleuve, il vit de l'argile. Il en prit une poignée et, méditatif, se mit à le pétrir et lui donner une forme. Il était en train de se demander ce qu'il pourrait bien en faire lorsque Jupiter intervint. Le souci pria Jupiter de donner un esprit à cette forme d'argile, ce que Jupiter fit très aisément. Et voilà que le souci voulut imposer à cette créature d'argile son propre nom. Jupiter s'y opposa en affirmant qu'elle devrait porter son nom à lui, puisqu'il lui a donné son esprit. Alors que le souci et Jupiter étaient en train de se disputer, survient Télus, la Terre, qui réclame elle aussi que la créature porte son nom puisqu'elle avait été tirée de son corps. Alors ils se disputent, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Je vous laisse deviner de quelle créature il s'agit, n'est-ce pas? C'est nous autres en fait. Ils se disputent et ils désignent Saturne pour juge pour les départager. Voilà que Saturne prononce un jugement apparemment équitable. Toi, Jupiter, tu as donné l'esprit à cette créature, eh bien, à sa mort, tu recevras son esprit. Toi, la Terre, tu lui as donné un corps, eh bien, à sa mort, tu recevras son corps. En effet, c'est le souci qui a été le premier à façonner cet être, c'est donc au souci de le tenir tout au long de sa vie. Voilà ce que dit le texte. Le souci nous tient tout au long de notre vie. Mais on peut très bien jouer sur les traductions et dire que le soin nous tient toute notre vie. Le soin comme activité, le désir de prendre soin nous tient, c'est-à-dire fait partie de nous tout au long de notre vie. Et puis Saturne conclut par une forme de pirouette et il dit « Et puisque votre controverse porte sur le nom de cette créature, que cette créature soit appelée Homo homme parce qu'elle a été tirée de l'humus de la terre. » C'est joli, non, comme fable. Voilà, donc, l'idée, c'est que nous autres humains, nous sommes pétris de soucis, mais aussi pétris de soins et pétris de cette inquiétude qui va avec, et cette inquiétude qui, du coup, se distingue, ne s'oppose peut-être pas, mais se distingue d'une tendance que nous avons par ailleurs à vouloir contrôler, ordonner, maîtriser les choses. Alors, vous voyez, à première vue, donc on est sur des oppositions entre choses, personnes, organisation, relations, contrôle, événements, maîtrise et vulnérabilité. Toutefois, PowerPoint, toutefois, c'est bon pour l'instant, la gestion, en tant que dimension institutionnelle, est nécessaire aux soins parce que le soin ne peut pas se réduire à la dimension de face-à-face entre le soignant et le patient. Alors que c'est la première chose à laquelle on pense. Je pense que quand on utilise le mot soin, on pense d'abord à cette relation, j'allais dire presque de corps à corps, de rencontre en face à face entre le soignant et le patient. Mais c'est le rôle nécessaire du tiers que joue aussi l'institution, la gestion
dans sa dimension d'institution. Pourquoi? Le tiers, c'est ce qui va venir remettre de l'équilibre, c'est un mot que vous avez utilisé aussi, de l'équilibre qui va veiller à ce que dans la relation de soins, personne ne soit perdant. Ni le patient, ni le soignant. Par exemple, en théorie, c'est le rôle de l'institution de prévenir le burn-out du soignant aussi, enfin, du soignant ou des personnels de façon plus générale. Donc le rôle de tiers, c'est de maintenir un cadre et des règles, vous l'avez évoqué aussi, un cadre et des règles qui ont pour but, pour viser le bien de tous, le bien de tous les acteurs, donc à savoir les patients, mais aussi l'ensemble des acteurs de soins, l'ensemble des personnels qui sont là. Donc la visée d'un bien collectif, et c'est la flèche qui va vers le haut. L'institution, en quelque sorte, garantit que le soin se déroule dans de bonnes conditions, et pour le patient, et pour le soignant, et pour l'ensemble des personnels. Et puis, deuxième nuance, la gestion et le soin ont quelque chose en commun, ne serait-ce qu'à partir de notre petite étude de vocabulaire de tout à l'heure. La gestion et le soin ont en commun l'action. Agir, bien agir. Et là, à propos de l'action, je pose la question qui fait finalement le titre de cette journée. Qu'est-ce qui fait qu'une action va avoir du sens ou n'aura pas de sens? Un des éléments de réponse possibles, on peut répondre de plusieurs façons, mais un des éléments de réponse possibles, il me semble que c'est la finalité qu'on donne à l'action. La finalité ou la visée, l'objectif, si vous préférez. La finalité est l'articulation entre la fin, l'objectif, et les moyens qu'on va prendre. Et là, on retrouve toute la dynamique de votre réflexion. Alors, sur cette question de la finalité et d'articulation entre la fin et les moyens, je me permets de me référer à Aristote, quand même que je fasse la philosophe de service. Et Aristote, il nous dit globalement que pour relever de l'éthique, une action doit se donner comme visée, comme objectif de réaliser un bien. Et un bien, dans la réflexion d'Aristote, c'est ce qui contribue au bonheur, mais attention, au bonheur comme bien commun. Vous savez, c'est un peu traître de lire Aristote aujourd'hui avec notre logique contemporaine. Notre logique contemporaine, c'est le bonheur individuel. Non? Oui? Non? Quand on pense à qu'est-ce qui nous rend heureux, on pense d'abord, moi, qu'est-ce qui me rend heureux? Voilà. Or, pour Aristote, la question du bonheur, c'est la question d'une collectivité. C'est le bonheur de la cité, enfin en tout cas d'un collectif. Donc, autrement dit, Aristote, il nous dit finalement, qu'est-ce qui définit l'être humain, ou plus exactement, qu'est-ce que tous les êtres humains ont en commun? Eh bien, c'est le désir d'être heureux. Ce qui caractérise notre humanité, c'est qu'on veut tous être heureux. Et de là, il dit qu'au fond, tout ce que nous faisons, toutes nos actions ont pour but ultime d'être heureux, ou d'être un peu davantage heureux. Je dis avec les étudiants, on réfléchit souvent à ça, je leur dis, pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire les études que vous faites? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire des études d'infirmier, ou de faire des études de médecin, ou des études d'ortho, etc. Alors bon, ils font leur réponse, justement pour être utile, pour soigner, pour aider les gens, pour gagner de l'argent. Mais derrière ça, l'idée c'est que aider, ça rend heureux, que être utile, ça rend heureux, que gagner de l'argent, ça rend heureux. Donc vous voyez, ce que dit Aristote, c'est que la visée, presque peut-être lointaine, ultime de toutes nos actions, c'est d'être heureux. Alors, idéalement, on pourrait se dire que et le soignant, et l'IDEC, et la DSI, et la directrice devraient se lever le matin en se disant « ce que je vais faire aujourd'hui, c'est pour contribuer au bonheur. C'est pour faire que des gens soient heureux, ou tout du moins moins malheureux. » Alors, bon, si on revient à l'échelle d'une institution comme la Maison médicale Jeanne Garnier, on va peut-être moins parler en termes de bonheur global, mais si on formule le bien visé en commun,
ce que vous disiez tout à l'heure, c'est prendre soin du patient, ou c'est le bien du patient. Ça, il me semble, on peut, là aussi, peut-être c'est un peu schématique, c'est peut-être un peu rapide, mais justement, est-ce qu'on n'a pas intérêt, dans les deux logiques, celle de la gestion et celle du soin, à se redire régulièrement que notre objectif commun dans l'institution qu'est la maison médicale, c'est le bien du patient. Alors j'ai aussi une hypothèse, c'est qu'un certain nombre de malentendus entre la logique de la gestion et la logique du soin viennent de l'oubli que tous poursuivent cette même finalité qui est le bien du patient. Ou peut-être parfois des malentendus entre les deux logiques surviennent à partir d'un manque de clarté sur l'articulation entre différents niveaux de moyens. En effet, les moyens mis en œuvre pour le bien du patient, donc l'objectif commun, ces moyens mis en œuvre, ils sont plus ou moins directs et j'allais dire plus ou moins proches du patient lui-même. Évidemment, les moyens mis en œuvre par le soignant pour la prise en soin, les compétences soignantes, le temps qu'il va passer auprès du patient, la parole à ces différents niveaux, ces moyens mis en œuvre par le soignant ne sont pas les mêmes que les moyens mis en œuvre par l'institution, l'administration, la logique de la gestion, qui veille au bien collectif. N'oublions pas ça. Et il me semble que le soignant voit son action comme étant immédiatement au service du bien du patient et que le soignant peut percevoir, à contrario, l'administration, l'institution, la logique de gestion comme un ensemble de moyens qui sont éloignés, voire très éloignés du patient. Tant et si bien qu'il peut arriver, dans certaines circonstances, dont certaines que vous avez mentionnées, il peut arriver que le soignant vienne même à soupçonner l'administration de perdre de vue l'objectif commun, le bien du patient, ou de négliger les conditions dans lesquelles lui, le soignant, pense pouvoir donner le meilleur de lui-même. Donc voilà, il me semble qu'il y a vraiment un intérêt très fort pour les deux logiques de se remettre devant cette finalité qui est une finalité commune, même si les moyens sont différents ou plus ou moins immédiats. Un petit coup de clic sur le PowerPoint. Donc voilà, il me semble qu'en fait, on peut tout à fait retrouver ce mouvement, ce cercle vertueux, enfin, que la flèche du dessus essaie de représenter. C'est-à-dire que la recherche par la logique de gestion du bien collectif, elle va aussi au service de la logique soignante du bien du patient. On peut avoir un cercle vertueux que je vais essayer de préciser. Diapo. Voilà. Donc, je propose un peu deux types de remèdes à ces malentendus. Le premier, ce n'est pas un scoop, c'est la communication. Et je crois vraiment, dans le sens de ce que vous avez dit, la communication comme une modalité du care, vraiment. La parole pour se redire ensemble que l'on poursuit les mêmes objectifs. Et du côté de la communication, je mettrais peut-être quelque chose que j'appelle réinventer une proximité, c'est-à-dire aussi rapprocher la gestion du patient, la logique de gestion, la rapprocher, j'allais dire, presque géographiquement du patient, avec des questions très simples. C'est entre soignants et entre administration, entre soignants et gestion, quand est-ce qu'on se parle et où on se voit? Ce sont des questions très concrètes sur les temporalités. Donc vous avez décrit un type de réunion, voilà, régulièrement, de telle heure à telle heure, on se rencontre. Mais il y a aussi les lieux de la rencontre. C'est-à-dire, est-ce que, vous savez, il y a des endroits, je sais pas, je ne crois pas que ce soit le cas à Jeanne Garnier, mais il y a des hôpitaux, on va parler, les gens des bureaux. C'est-à-dire les gens des bureaux pour dire un peu, justement, les gens qui sont loin des patients. Eh bien, comment est-ce que les gens des bureaux passent dans les services? Et c'est se rapprocher du patient de façon très physique, quoi, et se rapprocher des soignants par la même occasion. Donc des temps et des lieux communs.
Et puis, le deuxième élément de remède, qui va peut-être rencontrer cette chaîne vertueuse, là, votre care en cascade, comme vous disiez, c'est la notion de reconnaissance. La reconnaissance aussi peut être comme une dimension du care. Et pour terminer, je voudrais juste déployer un tout petit peu cette affaire de reconnaissance en faisant appel au philosophe Paul Ricoeur, qui a un très beau livre qu'il intitule « Parcours de la reconnaissance ». Et lui aussi, il part du vocabulaire, du verbe « reconnaître ». Il dit, dans le verbe « reconnaître », il y a 3 sens principaux que je vais mentionner, et en essayant de voir comment ça peut nous éclairer sur nos questions là. Le premier sens du mot « reconnaître », c'est tout simplement identifier quelque chose. Je t'ai reconnu bien que tu portes un masque. Voilà, je t'identifie. J'ai bien identifié que c'était toi. Donc identifier, en ce sens, ça veut dire distinguer, différencier. Du coup, dans nos 2 logiques là, de la gestion et du soin, identifier, c'est aussi peut-être tout simplement identifier au sens de nommer les questions, les problèmes rencontrés des 2 côtés. Les soignants nommant les questions ne sont pas nécessairement des problèmes, on n'est pas nécessairement dans une logique dramatique non plus, mais identifier, nommer les questions, les problèmes rencontrés côté soignant, mais aussi, et c'est ce que tu faisais, Élodie, quand tu disais tout à l'heure la transparence, j'ai montré comment je cherchais un soignant pour faire face à cette absence soudaine. Donc c'est aussi nommer, identifier, montrer comment, du côté de la logique de gestion, on pose les affaires, quoi, on identifie, voilà, identifier. Autrement dit, identifier, il me semble que ça renvoie à la capacité à envisager le point de vue de l'autre sur une situation. Presque, on pourrait dire qu'on est dans une forme d'empathie, mais d'empathie cognitive. Essayer de comprendre pourquoi l'autre raisonne de la façon dont il raisonne. Ça ne veut pas dire nécessairement tomber d'accord, je peux rester choqué ou en désaccord, mais essayer de comprendre ce qui a pu amener l'autre à mener un tel raisonnement ou à poser telle décision. Donc ça me paraît important comme remède pour retrouver l'objectif commun. Deuxième sens du verbe reconnaître, c'est se reconnaître et être reconnu pour ce que je suis. Là, on est du côté de l'identité personnelle. Et on est sur le terrain là, du besoin de reconnaissance sociale, qui est un grand sujet. Peut-être on le réévoquera aussi aujourd'hui. Mais ce côté se reconnaître, être reconnu pour ce que je suis, plus profondément, ça renvoie à la capacité à donner de soi, à donner du meilleur de soi-même. Donner du meilleur de soi-même, et là aussi entrer dans une logique vertueuse, donner du meilleur de soi-même pour que d'autres puissent donner à son tour. Donc le besoin de reconnaissance, ce n'est pas juste j'ai besoin qu'on reconnaisse ce que j'ai fait parce que c'est lourd, c'est fatigant, c'est ça aussi, mais c'est aussi je donne de moi-même, mais aussi pour que d'autres puissent donner du meilleur d'eux-mêmes. Donc on est aussi dans une logique en cascade en quelque sorte. Dernier sens du verbe reconnaître, c'est avoir de la reconnaissance pour quelqu'un. Là, on est dans le registre de la gratitude. Et ça me paraît extrêmement important. Peut-être justement parce que ce registre-là ne va pas de soi dans un contexte professionnel, parce que la gratitude, elle est du côté de la gratuité. Je l'ai mentionné tout à l'heure comme un des éléments de la relation. La gratitude dans un contexte professionnel, donc qui essaie de faire se croiser la logique du soin et la logique de la gestion, c'est aussi la capacité à se réjouir de ce que fait l'autre. Et plus profondément, la capacité à se réjouir de ce que l'autre est. Qu'il m'apporte à moi personnellement quelque chose ou pas, ce n'est pas ça la question. Me réjouir de ce que telle aide-soignante, elle ait
trouvé un truc génial pour entrer en communication avec un patient qui était dans le refus de communiquer. Me réjouir parce que Élodie, elle a trouvé les moyens, en bricolant, qu'on ne soit pas en déficit de personnel sur une logique où on n'avait pas pensé au truc, quoi. Voilà. Me réjouir de ça. On est un peu dans le registre des talents aussi, ou des capacités des uns et des autres à trouver des astuces, à trouver quelque chose qui favorise à nouveau le bien commun, le bien du patient. Donc là, c'est une invitation aussi à cultiver les lieux et les temps de gratuité. C'est un peu la question tout à l'heure, où sont les temps et les lieux communs? Là, c'est où sont les temps et les lieux de gratuité, les moments festifs, les moments conviviaux. Il y a aussi cet élément-là à prendre en considération. Alors peut-être que l'espérance, en proposant un petit peu ces deux éléments de care institutionnel, la communication et la reconnaissance, l'espoir, c'est que ça puisse, ça aussi, aider à accepter les écarts entre idéal et réalité. Ça, vous l'avez mis en évidence tout à l'heure, et ça me paraît aussi être à la fois un des points passionnants et un des points éprouvants des deux logiques. C'est passionnant parce que on a un idéal et on a envie de faire au mieux. C'est éprouvant parce que la réalité nous oblige parfois à reconnaître que l'idéal, on ne l'atteint pas. Mais en tout cas, être dans cette dynamique du bien commun, ça permet de garder vif cet écart, mais vif au sens de stimulant. Merci pour votre attention. Un grand merci, Agatha. Vous avez fait comme moi le lien entre ces interventions. Agatha nous a montré, en recourant à des récits, de la mythologie, en recourant à la philosophie, et spécifiquement à Paul Ricoeur, nous a montré toute l'importance du langage, et notamment là, à la fin de son propos, le langage de la reconnaissance. Je relève aussi un point important sur, finalement, mais qu'est-ce qu'on vise en commun? C'est un bien. Et de transformer cette notion de bien commun entre le bien qu'on vise en commun. Et ce bien qu'on vise en commun, c'est le bien du patient. Et il passe au travers du bien du soignant aussi, du prendre soin de celui qui va pouvoir être en condition lui-même de viser ce bien. Et cela concerne tout le monde engagé dans le soin. Je relève encore un autre élément important, me semble-t-il, de vos interventions, c'est la question du temps et des lieux. Le temps, alors ça c'est une question extrêmement importante en soins palliatifs, on le sait bien, ce temps qui est différent pour chacun. Quand prend-on, comment trouve-t-on ce temps nécessaire pour que précisément nous puissions nous reconnaître? Je crois que voilà, les temps et les lieux d'écoute pour permettre un rapprochement et une reconnaissance, voilà des éléments extrêmement importants que je voulais souligner avant de vous donner la parole, puisque après nos intervenants, se tient maintenant un temps d'échange, un temps de questions. Vous qui êtes devant vos écrans, vous pouvez intervenir. Je crois qu'il y a voilà, Nicolas Pujol qui va relayer vos questions. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer, à écrire vos réactions, vos questions, pour que nous puissions entrer dans un dialogue, puisque nous avons compris ici que nous sommes en dialogue entre la pratique et la pensée, que nous essayons de faire progresser notre pensée. Et puis vous, ici dans la salle, vous êtes bien sûr aussi appelés à réagir, à entrer en dialogue avec nos intervenants. Alors, une première question dans la salle. Le micro va passer. Oui, Marie-Carmen, directrice des soins. Moi, j'étais très sensible à justement que soit mise ensemble la gestion et le soin, parce que souvent, c'est complètement dichotomique et manichéen. Et là, effectivement, en soins palliatifs,
Si on n'a pas cette symbiose, j'ai envie de dire, ça ne fonctionne pas. Donc, vraiment, j'étais très sensible à ce point. Je voudrais rajouter que le CARE, bien évidemment, il y a les soignants qui sont en première ligne, mais moi, en tant que donc, gestionnaire, je prends aussi beaucoup de soins des agents hospitaliers, de toutes les personnes qui sont autour. On travaille aussi beaucoup sur le rôle des bénévoles avec les soignants, qu'est-ce qu'ils apportent aux patients, etc. Je veux dire, c'est vraiment un travail d'équipe et au sens le plus large possible de prendre soin du patient. Et juste une troisième idée comme ça, c'est que dans le décisionnel de est-ce qu'il faut remplacer, pas remplacer, combien d'entrants, il y a aussi le partenaire médecin avec qui on travaille également bien évidemment en commun, qu'on consulte régulièrement, est-ce qu'on peut accepter des admissions ou pas, tu as pris ce dossier mais attention, la charge en soins, enfin voilà, on a constamment ce dialogue et sans tout ce partage d'expérience, de personnalité et de fonction, parce que chacun a une fonction à tenir, chacun a une vraie fonction auprès du patient, on n'arriverait pas à ce CARE qu'on retrouve quand même, moi je trouve ici, à la maison médicale, pour venir d'autres établissements, et qui vise, on est tous dans le même bateau, le bien-être du patient in fine. Voilà. Des réactions peut-être sur cette question? Moi, je suis intéressée parce que vous venez de dire sur effectivement le lien entre fonction et expérience. Parce que finalement, et personnalité, voilà. Et où on retrouve le sujet qui est vraiment mis au centre là. Hein, voilà. Je ne sais pas, sur cette relation entre expérience et fonction, est-ce que finalement, il n'y a pas là des possibles malentendus? Je pense que chacun a à cœur de faire son travail correctement, enfin le mieux possible. Et en effet, je pense que dans l'idéal, on essaye de tous se recentrer autour du patient et du coup du prendre soin. Mais c'est vrai que je pense notamment ce que disait tout à l'heure Élodie à la fin, en fait je pense que ça c'est possible s'il n'y a pas une succession de crises trop nombreuses et qu'en effet dans les moments où il y a beaucoup de crises et de moments difficiles, on va naturellement avoir tendance à se refermer sur son rôle et sa problématique, voilà, et on va peut-être moins voir le rôle de chacun autour. Et d'où l'importante en fait je pense qu'en effet que ces crises n'arrivent pas trop souvent, en tout cas moi c'est à ça que ça me fait penser, c'est plus facile de voir le rôle et les objectifs de chacun avec bienveillance quand les crises ne sont pas trop nombreuses, mais je pense qu'il faut faire attention à ce que ça n'arrive pas trop souvent parce que sinon il y a un repli sur soi, il me semble. Agatha, peut-être que là on vient de pointer qu'un grain de sable qui pourrait se mettre dans les rouages. La crise. Alors oui, non mais si je fais la philosophe, en philosophie, la crise c'est une notion qui est assez positive. Parce que la crise c'est ce qui ouvre la pensée, et la crise c'est ce qui ouvre en fait, c'est ce qui rebat les cartes. Et par exemple, dans l'histoire de la philosophie, le premier philosophe, un peu, c'est Socrate, et son job de philosophe, c'est de mettre les gens en crise. C'est-à-dire de leur faire s'apercevoir qu'ils ont des habitudes de pensée, qu'ils ont des opinions toutes faites, qu'ils ont des croyances. Et lui, alors, il dit qu'il fait le temps qui pique, quoi, ou l'anguille qui pique, qui mord, pour mettre les gens en pensée. Donc, évidemment, la crise, par définition, c'est difficile à vivre. On est du côté de l'éprouvant. Après, la question qu'on peut se poser, c'est après la crise, est-ce qu'on prend le temps ou pas de relire, d'analyser sur qu'est-ce qui nous a mis en crise, qu'est-ce qui a été le plus difficile, qu'est-ce qui nous a aidé à en sortir, qu'est-ce qu'on en fait? Je ne sais pas, alors on en revient à la question du temps, on n'a jamais le temps, mais en fait, on le fait à l'échelle d'un service quand il y a eu un patient difficile ou une situation difficile avec un patient. Il me semble que ça, on le fait après qu'on se dit, bon, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a pu faire.
est-ce qu'on le fait à l'échelle d'une institution? Comment le faire à l'échelle d'une institution? On a eu des moments de crise. Comment se remettre ensemble dans cette logique commune, là, hein, se remettre ensemble pour se dire qu'est-ce qui a été difficile, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment on en est sorti et qu'est-ce qu'on peut en faire, quoi. Des fois, c'est juste aussi reconnaître que ça a été difficile. Moi, ça peut m'arriver d'être absente et quand j'arrive, j'ai appris qu'il y a une situation compliquée dans une unité, et ben, de descendre, d'aller les voir et leur dire comment ça va. Et ça ne pourra pas aller plus loin parce que je n'aurai pas d'autres actions à mener, mais c'est dans la reconnaissance en fait. J'ai su que c'était compliqué, comment ça va. Ça va pas aussi loin que la réflexion que tu as dit sur une relecture, mais c'est déjà la base en fait pour pouvoir avancer ensemble. Oui, très concrètement, c'est cette proximité dont on parlait tout à l'heure. Tu y vas, quoi. C'est ça que tu descends. Dans ton intervention, ce qui m'a interpellée, c'est sur les lieux, effectivement. Et pour ma part, en tout cas dans ma pratique, je vais beaucoup dans les unités alors que j'ai un bureau. Et c'est rare que je passe par le téléphone pour avoir un soignant. Je me déplace en fait. Quitte à peut-être des fois me déplacer 2 fois parce qu'il va être dans un soin et que je n'ai pas envie de le déranger. Mais il y a plein de choses qui se passent. Ça va être des relations humaines où on va apprendre tout simplement que tiens, c'est l'anniversaire de ta fille. Mais finalement, ce genre de choses, c'est pas que ça en fait. À travers une conversation anodine, on va se reconnaître l'un et l'autre, on va partager des valeurs et on commence déjà à tisser ce lien de confiance. Et effectivement, le lieu, c'est le poste de soins. Ouais. Et c'est pas anodin finalement, je m'en étais pas rendu compte. Et tu m'as un peu ouvert les yeux sur ça. Ça passe. Merci, je crois qu'il y a une autre question au fond de la salle. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour toutes ces présentations. J'avais une question, dans un premier temps plutôt en réaction au topo d'Agatha. Quand tu nous as donné les 3 sens du mot reconnaissance selon Ricoeur, j'ai été frappée par le deuxième sens, celui de la reconnaissance sociale. Tu as parlé de se reconnaître et être reconnu. Est-ce que je comprends bien? Il me semble avoir compris qu'en fait, il semble dire que c'est important de se connaître et de se reconnaître soi-même pour espérer être reconnu de l'autre. Et si c'est bien ce que veut dire Ricoeur, ce que tu as voulu dire, est-ce que ça peut pas déboucher par rapport à la question qui est posée des leviers pour rendre harmoniser l'objectif de gestion et l'objectif du CARE. On a parlé de communication, on a parlé de reconnaissance. Est-ce qu'une connaissance de soi, et donc peut-être une incitation à une pratique réflexive des différents acteurs, ne peut pas être aussi un élément important? Oui, merci de réouvrir cette porte-là aussi. D'ailleurs, on parlait de la culture palliative tout à l'heure avec Nicolas. Et je me demande si cette dimension un peu de connaissance de soi, mais connaissance de soi en tant aussi que acteur du soin au sens large, et la dimension réflexive, est-ce que ça n'est pas aussi un des éléments de la culture palliative? Par exemple, les groupes de parole. Moi, j'ai connu le milieu hospitalier par les soins palliatifs, quand après je suis allée faire des ateliers éthiques à l'hôpital, tout ça. Et vous avez des groupes de parole, des quoi? La pratique réflexive sur ce qui est difficile à vivre, pas seulement dans l'organisation, mais dans la relation, il me semble que c'est un des éléments caractéristiques de la culture palliative. Il me semble que ça, en tout cas, c'est quelque chose à ne pas perdre. Avec aussi, en élargissant, c'est aussi toute la place des psychologues dans le système, dans les organisations du soin. Du psychologue dans sa fonction, mais aussi du type de parole que la présence du psychologue autorise, pas seulement pour les patients. Enfin bon, je tends cette perche. Il me semble que c'est un des éléments aussi de la culture palliative, qui peut être formulé peut-être autrement, mais je ne sais pas.
dans la salle, mais Nicolas, avons-nous des questions aussi? Beaucoup de questions. Bon, alors, une question peut-être, parce qu'il y avait une personne qui voulait prendre la parole ici, et puis ensuite je donne la parole à Nicolas pour les questions qui nous viennent de plus loin. Oui, merci. Moi, ça me touche beaucoup tout ce que vous dites, parce que je trouve que c'est vraiment le cœur de notre travail. Et il me semble que le CARE, il doit être multidimensionnel. Là, vous avez montré une pyramide, mais je pense que nous, dans les équipes soignantes, on attend beaucoup de l'institution, mais quelle place on fait à aussi la reconnaissance qu'on a par rapport à l'institution? Et est-ce que nous, on prend soin de l'institution, c'est-à-dire créer des lieux, créer des temps d'accueil, ouvrir nos équipes pour accueillir, je ne sais pas, les bénévoles, comment on accueille dans les équipes, et puis comment on prend soin aussi sur un plan plus horizontal, entre équipes soignantes. C'est vrai que parfois, le week-end, quand c'est difficile, il y a beaucoup d'entraide, et ça fait partie aussi de la culture palliative, il me semble, très riche dans l'établissement. Enfin, voilà, il me semble que c'est vraiment multidimensionnel, qu'il ne faut pas toujours attendre quelque chose qui descend, mais que nous aussi, on fasse monter aussi la reconnaissance de la part des équipes vers l'institution, et puis entre équipes. Voilà. Je crois que vous faites écho là vraiment aux pionniers, hein, vraiment en soins palliatifs, hein, le documentaire dont parlait Nicolas tout à l'heure, les pionniers, effectivement, témoigneraient dans ce sens-là, précisément parce que les soins palliatifs ne se sont pas construits à partir du haut, mais à partir vraiment de la pratique. Nicolas, les questions qui nous viennent plus à distance. Alors, peut-être dire que la vie sur le chat est extrêmement intense. Je disais que c'était une journée qui devait encourager la délibération, c'est le cas. Hein. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de remarques, beaucoup de commentaires. Et donc, quelques questions. Alors, parmi les remarques de ceux qui sont à distance, pour prendre soin d'eux, quand un intervenant ici pose une question, quand quelqu'un dans la salle pose une question, s'il pouvait se présenter au-delà du nom et du prénom, peut-être dire un peu plus qui il est et ce qu'il fait. Alors, pour les questions, il y avait, sur la question du vocabulaire, il y avait une question sur le concept de charge en soins. On dit souvent prise en charge, ça peut choquer les soignants, le concept de prise en charge. Ils préfèrent parler de prise en soins. Visiblement, le concept de charge en soins interroge. Il semblerait être plus du côté du langage de la gestion que du langage soignant. Est-ce que vous pourriez, Élodie et Anne-Caroline, éventuellement un peu développer ce concept de charge en soins? Ensuite, il y avait une question pour savoir si Élodie, qui est gestionnaire planning, donc, est une soignante de formation. Donc je prolonge un peu la question. Qu'est-ce que ça changerait ou pour le dire autrement, comment est-ce que tu compenses, s'il y a besoin de compenser, le fait de ne pas être une soignante? Tu as donné déjà des éléments de réponse. Et est-ce que tu te considères comme une soignante comme les autres? Ça peut être aussi un prolongement de la question. Peut-être qu'on va prendre ces deux questions. Très bien, Marie-Dominique. Et puis, parce que sinon on va oublier, peut-être sur la charge, voilà, la prise en charge, la charge en soins. Anne-Caroline? Je trouve ça étonnant parce que c'est vrai que j'avais jamais pensé au fait que ça pouvait avoir être un terme de gestion justement que se rapprochant du soin. Ce que nous on appelle la charge en soins, ça va être alors c'est difficile à expliquer, je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles c'est compliqué à démontrer à chaque fois, mais ça va être en fait chaque prise en charge va avoir des soins techniques et des soins relationnels qui sont plus ou moins importants en fonction de la pathologie, de s'il a des soins techniques lourds, s'il y a des pansements, s'il y a des techniques, des sondes nasogastriques, des colostomies, toute cette charge technique entre guillemets qui va alourdir parce que ça va prendre du temps. Et puis après, il y a certains patients qui vont aussi, sans parler de soins extrêmement techniques, mais vont être extrêmement anxieux, angoissés, vont avoir besoin d'énormément de présence et vont peut-être sonner 40 fois dans la journée en ayant juste besoin d'avoir un soignant à côté de lui. Et du coup, en fait, même si on essaye au maximum dans les services, quand on accueille le patient et qu'on reçoit le dossier avant son admission, d'équilibrer pour faire en sorte qu'il n'y ait pas 6 patients avec des sondes nasogastriques au même moment. Chaque patient,
arrive et on ne sait pas exactement tous ses besoins, on ne pourra jamais savoir tout ce dont il a besoin. Et des patients ont plus de besoins que d'autres, soit techniques ou relationnels. Et en fait, cette charge en soins, on va dire, c'est cet ensemble de soins techniques et de soins relationnels qui est variable en fait selon la demande et les besoins du patient. Je ne sais pas si ça répond. Probablement que le terme contient de la symétrie. Et je pense que c'est peut-être cela qui fait réagir. Prendre en charge suppose une relation asymétrique entre un soignant qui fait pour, et j'entends des charges qui peuvent être lourdes et donc qui peuvent peser sur les épaules. Enfin voilà, il y a probablement qu'il y a là quelque chose à creuser, effectivement, et que révèle le langage. La seconde question s'adressait à Élodie. Donc la question était de savoir si j'étais soignante ou pas. Donc non, je ne suis pas soignante. J'ai un master en ressources humaines. Effectivement, au début, je ne me sentais pas forcément légitime à rentrer dans un poste de soins. Donc bon, ça va faire une dizaine d'années que je suis à la maison médicale. Finalement, alors nous on a la chance en interne d'avoir des formations tous les mercredis ouvertes à tout le personnel que j'organise, et du coup ça m'a appris beaucoup sur la culture palliative, sur des choses techniques aussi, sur des escarres, des pansements, enfin tout ce qui peut être très éloigné de prime abord de mon cursus. Et en fait, le fait de gérer un planning, ça nous amène à être au plus proche des personnes. C'est quand même un outil, pour moi, je le vois comme vraiment un vrai outil de management, même si je ne manage pas toutes ces personnes, heureusement, ça ferait beaucoup pour moi. Mais c'est un outil de proximité. Et grâce à ce vecteur-là, ça me rend aussi légitime à rentrer dans un poste de soins et rentrer en contact avec eux. Et je pense que la légitimité que j'ai aujourd'hui, je ne l'avais pas au début, elle est venue au fur et à mesure. Ça a fait certainement écho en moi par rapport à mes valeurs. Je pense que personne ne travaille en soins palliatifs par hasard. On est tous différents, mais on a certainement des valeurs communes à un moment donné. Et pour illustrer aussi la notion de care, j'aimerais juste faire une référence à la période Covid qu'on a traversée, durant laquelle moi j'ai été très sensibilisée en étant en télétravail, donc en étant à distance, à ce que pouvaient vivre les soignants de l'établissement. Et quand je suis revenue sur site, leur exprimer toute ma reconnaissance, ma gratitude, je ne sais pas quel mot on peut mettre derrière, enfin plein de choses. En fait, il faut savoir que moi, j'ai reçu la même chose de leur part. C'est que même à distance, j'avais des mails, j'avais des messages de remerciement parce qu'ils se doutaient de la charge que ça pouvait représenter, cette crise, dans la gestion des plannings. Et finalement, c'est une belle illustration de se prendre soin en général, les uns les autres, dans différentes strates, en fait. Et qui est certainement très particulier en soins palliatifs et plus exacerbé que dans n'importe quelle autre activité, quoi. Merci Élodie pour cette réponse qui montre que finalement le langage du soin sort simplement du périmètre soignant, du périmètre de la médecine et des soignants. Je pense que les personnes qui sont formées en ressources humaines aujourd'hui sont formées aussi à l'accompagnement et au prendre soin. Alors, il y a d'autres questions? Peut-être qu'on en prend une dans la salle et puis ensuite on redonnera la parole à ceux qui sont un peu plus loin. Donc, je réitère la demande. Présentez-vous en disant votre nom, mais aussi qui vous êtes, votre fonction. Moi, je suis une bénévole de la maison. Je m'appelle Ariane. J'ai une question très naïve, mais qui rebondit sur ce que viennent de dire Anne-Caroline et Élodie. J'ai bien compris la prise en charge mutuelle entre les soignants et la gestion de l'établissement. Est-ce qu'il y a une limite à la prise en charge d'un patient? C'est vraiment une question très naïve. Ça veut dire, est-ce qu'il y a un patient qui, sur le plan médical, peut apparaître tellement lourd que les soignants vont dire on ne peut pas le prendre, ou financièrement, il va être tellement coûteux parce qu'il lui faudrait par exemple un soignant en plein temps? Est-ce que vous avez des limites, et qui ne sont pas forcément les mêmes d'ailleurs des deux côtés? La partie de mon côté, ça c'est vraiment un échange qu'on va avoir pour le coup avec la directrice des soins. On peut tout à fait, en lisant un dossier de préadmission, dire qu'on n'est pas en capacité à ce moment-là dans le service de prendre une prise en charge aussi lourde, et c'est entendu. Donc c'est quelque chose qui... voilà. Après, comme on a la chance d'avoir 6 unités, on essaye de pouvoir l'admettre ailleurs, mais c'est... Donc, c'est pas au niveau de la maison, ça peut être au niveau ponctuel d'un service.
Oui, au niveau d'un service, c'est quelque chose qui peut être fait. En fait, ça ne va pas être, il me semble, ça ne sera pas un refus de dire on ne prendra pas ce dossier-là. C'est est-ce que du coup, moi je les vois entre elles, les infirmières coordinatrices, elles sont très solidaires aussi. Et toi c'est comment, toi tu as plus tel pansement, est-ce que je vais te le prendre cette fois-ci? Enfin, elles s'arrangent parce que la finalité c'est toujours le patient. Donc c'est vrai que c'est très difficile de dire le dossier on ne le prendra pas. Mais ça peut être aussi dire demain c'est pas possible, ça sera après-demain. Donc il y a aussi la possibilité de décaler dans le temps, pas trop bien évidemment parce qu'on connaît aussi la précarité de nos patients, mais ça peut être une solution également. La question des limites, elle confronte à la réalité, hein, l'épreuve du réel, ce qu'on disait, hein, l'idéal dont vous avez parlé, et puis le possible aujourd'hui. Mais ce que je relève dans ce que tu viens de dire, c'est la notion de temps, encore une fois. Hein, c'est que la réponse, elle n'est pas binaire, probablement, oui ou non, mais peut-être qu'il faut se donner du temps pour pouvoir accueillir telle ou telle personne, pour pouvoir l'orienter, pour pouvoir la prendre en charge. On redonne la parole à ceux qui sont un petit peu plus loin. Nicolas ? Oui, Anne-Caroline, tout à l'heure, tu as introduit le concept de crise en disant que quand il y a trop de crise, ça devient difficile d'être empathique avec ceux qui sont dans les bureaux. Il y avait une question sur le fait que c'est peut-être pas tant le concept de crise qui convient que celui de charge mentale, par exemple, ou de souffrance morale ou de souffrance au travail. En ce sens, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué la question de la souffrance des soignants. Il y avait une question sur le fait que cette souffrance morale des soignants pouvait avoir un lien avec l'absence de finalité, c'est quand on ne sait plus pourquoi on fait les choses finalement. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu sens dans les équipes ou chez toi, cette impression qu'on ne sait plus très bien parfois pourquoi on fait les choses voilà. J'ai pas trop de sentiments, après voilà, c'est mon avis, mais j'ai plutôt l'impression de l'inverse en fait, que les soignants ont bien conscience de la finalité et que c'est peut-être plus que justement ils prennent tellement à cœur cette finalité que par moment la prise de distance est peut-être plus compliquée à avoir et à cause de cette charge mentale qui est due à la prise en charge palliative. Mais en tout cas, dans ce que j'ai vécu dans mon expérience, j'ai pas l'impression que cette finalité se perde au niveau des soignants. Et je dirais même, au niveau des administratifs, je n'ai pas l'impression de l'avoir beaucoup vu, ou en tout cas, voilà, sur quelques personnes peut-être, mais souvent, je trouve que même en période de crise, les personnes, c'est juste qu'on se referme plus sur soi, mais je pense qu'on le perçoit quand même un peu. En tout cas, au niveau des soignants, je n'ai pas eu l'impression d'avoir... ou alors, ça va être très individuel, et une personne, et peut-être dans son contexte de vie actuel, etc. Mais dans le sens de l'équipe, j'ai l'impression que la finalité, elle reste... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'elle est quand même toujours là, justement, grâce à cette équipe et au fait qu'il va y avoir quelqu'un qui va le rappeler à l'autre, et puis finalement, ça redémarre, en fait. Donc, ça va être peut-être des courts instants ou sur un petit épisode, une difficulté dans une prise en charge, mais ça va rapidement se remettre en route de par la parole et les discussions qu'on va avoir en équipe. La parole dans la salle maintenant. Voilà, il y a d'autres questions. Moi, je m'appelle Isabelle, je suis infirmière à Jeanne Garnier et je voulais juste amener un témoignage par rapport à ce qu'a dit Élodie et Anne-Caroline. La semaine dernière, il s'est avéré que je fais ma journée complète et le soir à 20h, la l'aide-soignante qui devait venir n'est pas venue. Et donc, d'emblée, j'ai dit, vu la journée que j'avais passée, je savais la charge de travail, je vais donc accompagner ma collègue infirmière pendant 3 heures. Je ne me suis pas posé de questions, c'est comme ça, j'ai eu l'administrateur de garde, on s'est mis d'accord, j'ai accompagné pendant 3 heures. Et heureusement, parce qu'il y avait beaucoup de soins techniques, notamment avec du méopa, il fallait qu'on soit 2, et là on était 2. Et le lendemain, quand cette histoire a fait le tour de la maison, je me suis alors entendue, on m'a dit « ouais, ça va pas, tu t'es fait avoir », on m'a dit aussi « il y a des limites », et on m'a dit « merci ». Et ça, c'était quand même extraordinaire. Il y a Élodie qui est montée dans le service. Le matin, à 8h, elle était là. Elle a dit merci. Il y a aussi Karine qui est montée. Enfin, et là, je me suis posé quand même la question, mais pourquoi j'ai fait ça ? Du coup, ça m'a remis un peu en question. Après, j'ai 30 ans de métier, donc j'avais quand même
un peu de recul. Et je me suis dit, j'ai fait ça parce qu'il y a une gratitude dans cette maison qui est quand même incroyable. Et c'est pour ça, en fait, c'est dans cette confiance-là, je l'ai fait, voilà. Et je suis contente de l'avoir fait parce que j'avais cette reconnaissance derrière. Si j'avais pas eu ça, je l'aurais pas fait. Enfin, je veux dire, on n'est pas quand même, on n'est pas des lapins de 3 semaines, quoi. Enfin, je veux dire, c'est bon. Si on m'avait dit, ouais, il faut que tu restes, blablabla, je l'aurais pas fait. Sauf que là, à partir du moment où il y a une confiance et une reconnaissance qui s'installe, ben, c'est des choses qu'on fait. Voilà, c'était mon témoignage. Une réaction à ce témoignage sur fond de confiance, on peut faire presque l'impossible. Et la preuve, c'est qu'il me semble, Isabelle, qu'on t'a pas sollicité, que tu l'as dit, elle l'a dit de soi-même. Bien évidemment, on a noté ses heures supplémentaires. Mais en fait, on a été plus loin et ça, elle ne le savait pas, c'est qu'on a valorisé différemment ses heures parce qu'on sait bien qu'elle a fait une journée plus qu'à rallonge et qu'elle a dû après même, il me semble que tu es restée dormir sur place. Donc, mais ça montre bien que son attention, à la base, elle n'était même pas là. Elle l'a fait par solidarité parce que justement, comme tu l'as dit, cette relation de confiance. Et c'est ce qui fait nos valeurs, quoi. Donc on voit bien l'importance de la reconnaissance, Agatha, dans cette... voilà. Savoir reconnaître qu'une situation nécessite de rester et puis être reconnu pour cela. Nicolas, d'autres questions? Il y avait une question qui fâche et qui reprend un peu celle de Ariane, la bénévole, sur les limites que les soignants ou les gestionnaires peuvent poser à l'accueil de tel ou tel patient. Il y a une question sur la durée moyenne de séjour et sur le fait que certains patients puissent être éventuellement refusés en émission parce que leur durée de séjour prévisible serait trop longue par rapport à des impératifs financiers. Personnellement, moi, en tant que coordinatrice, ça va plus être de l'ordre du médecin on a une certaine attention sur le fait qu'un patient est là et savoir si oui ou non il a besoin de soins palliatifs et d'une unité de soins palliatifs. Après, c'est vrai que je pense que c'est une réflexion qui est quand même plus haute que les coordinatrices, qui va être plus sur la directrice des soins et la direction et les médecins. Après, ils nous sensibilisent à ça et on y fait attention. Mais c'est vrai que je ne sais pas si personnellement je peux vraiment répondre à cette question, quoi. Je suis désolée. Voilà. Parce que finalement, quand les entrées elles arrivent le midi, les infirmières coordinatrices, elles n'ont pas leur mot à dire dessus, elles sont déjà actées les entrées. Par contre, c'est vrai, ce qu'on peut entendre, c'est est-ce qu'il n'y a pas, moi ce que j'ai déjà entendu en tout cas, c'est est-ce qu'il n'y a pas est-ce que cette personne-là nécessite vraiment des soins palliatifs à ce moment-là, c'est pas une perte de chance pour un autre dossier qui serait plus urgent. Voilà, ça peut être ce questionnement-là. Est-ce que, Agatha, on ne retrouve pas là la question des malentendus, finalement, et des différents niveaux de moyens? Oui, effectivement, on peut voir ça, oui. Mais ce que j'entends surtout dans vos éléments de réponse, c'est les différents niveaux décisionnels aussi qui sont en jeu. Et on retrouve la question de la communication, comment ça communique entre les différents niveaux décisionnels ou pas. Mais dans le témoignage là, ça a l'air plutôt de communiquer. On voit bien qu'on vise le même bien, on peut avoir des désaccords et être en difficulté par rapport à une décision prise, alors même qu'on vise le même bien. Il y a des questions dans la salle. Oui, Isabelle, je suis aide-soignante ici depuis 5 ans. Par rapport à la durée moyenne de séjour, moi je voudrais, on a quand même je trouve des exemples flagrants dans les services. On a par exemple des patients qui ont des glioblastomes, c'est des séjours qui sont toujours un peu imprévus parce que ça peut être 8 jours comme ça peut être 3 mois. Et je pense qu'il y a quand même des moyens dans la maison où, je ne sais pas si les dossiers sont refusés ou pas à l'avance, ça j'en sais rien, mais une fois que le patient est là, on peut avoir régulièrement ce qu'on appelle des pertinences de séjour. Donc la pertinence de séjour, ça nous permet d'analyser la situation du patient, de voir si le soin palliatif, c'est vraiment ce qui est le plus adapté ou pas, si on le garde ou si on ne le garde pas. Et puis il y a aussi des cas où les médecins, les coordinatrices, l'équipe dit, de toute façon, même s'il est là depuis 2 mois, on le garde parce qu'on ne peut pas le mettre dans la nature. Et
Donc je pense qu'il y a aussi la maison, elle est capable de se dire, même si la logique financière dirait, s'il fait un séjour de 4 mois, ça ne rapporte pas assez d'argent ou ça nous coûte plus cher qu'autre chose, on est capable de dire, on va garder cette patiente. On a une dame chez nous qui est restée 4 mois parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et puis c'était logique pour nous qu'elle reste et qu'elle meure avec nous. Alors qu'on aurait pu dire au bout d'un mois, il faut qu'elle s'en aille parce qu'elle va rester trop longtemps et c'est pas bien et je sais pas quoi. Mais je pense qu'on est capable d'adapter à chaque situation et de tenir compte. Je pense que l'outil pertinence de séjour, c'est un truc qui permet un peu plus d'objectiver, de pas faire que sur du sentiment, de dire aussi il y a des besoins, il y a des choses, il n'y a pas de solution, donc on la garde, quoi. La maison est aussi capable de ne pas rester que dans une logique financière, même si cette logique est nécessaire pour vivre. Voilà. D'autres questions? On voit bien que là, on est en train de se dire que nous ne sommes pas uniquement dans un affrontement de deux logiques, hein, mais que précisément, voilà, il y a tricoter, et là, vous venez de décrire un outil. Voilà, un outil qui est mis à la disposition, c'est une aide pour précisément faire qu'on tricote entre ces deux logiques, pour que l'humain soit au centre, hein, c'est ce que vous disiez à l'instant. Une autre question dans le fond de la salle. Oui, du coup, je m'appelle Nicolas Sénat, je suis médecin en unité de soins palliatifs à Roubaix, dans le Nord. Alors déjà, je voudrais vous remercier pour ces exposés. Moi, j'avais une question pour rebondir un petit peu sur ces questions de la gestion, de la qualité des soins via certains indicateurs. Vous en aviez un peu parlé au début sur du coup, on a parlé de la durée moyenne de séjour. C'est notamment une des questions. Vous parliez aussi de la question de la reconnaissance chez Ricoeur. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir dans ce dialogue aussi une reconnaissance d'indicateurs, parce que c'est la réalité de notre situation de santé, mais aussi du côté du soin. Alors je ne sais pas s'il y a un dialogue entre les deux, avec des indicateurs qui seraient plutôt gestion et des indicateurs qui seraient plutôt du côté du soin. Est-ce que ça ne devrait pas aussi passer par là, cette reconnaissance et ce dialogue entre la logique financière et la logique de soins? Alors, votre avis sur... Moi, je ne sais pas si j'ai bien interprété, mais on se dit qu'effectivement, on pourrait avoir des indicateurs de soins, mais une fois de plus, c'est quelque chose qu'on a du mal à objectiver et à faire rentrer dans des cases, et c'est souvent ça le problème. Je pense par exemple à une prise en charge non médicamenteuse qui est l'hypnose qu'on met en place au sein de notre établissement. Et des fois, dans le logiciel, quand on veut le tracer, on n'arrive pas à le faire rentrer dans la bonne case et du coup, ça n'apparaît pas. Donc, on ne peut pas valoriser cette action. Et quand on est sur des indicateurs de soins, on est sur d'autres types de valeurs qui sont plus difficilement descriptibles et quantifiables, malheureusement. Je crois qu'effectivement, c'est tout le sujet du travail du pôle de recherche dans la maison, hein, que mène Frédéric Guimrimont avec Nicolas, précisément sur cette recherche qualité. Et si ça ne rentre pas dans les cases, ça peut rendre invisible la chose, finalement. Ça ne veut pas dire que la chose ne se fait pas, mais en tout cas, le fait qu'on ne puisse pas la rendre visible, c'est un peu problématique. Voilà. Oui. C'est un frein, on va dire. Alors, il nous reste 5 minutes. Je pense que nous pouvons prendre encore 2 questions. Mireille. Mireille, je suis responsable des bénévoles dans la maison. Tout ce qu'on vient d'écouter, là, surtout de la part d'Agatha, et puis même de votre réflexion, Élodie et Anne-Caroline, ça me fait prendre conscience que les bénévoles, ils échappent pas mal tout le côté gestion, c'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément à l'avance sur qui on peut compter, on sait pas... Enfin, on est beaucoup du côté de la gratuité, et quand les bénévoles sont là, ils sont très partie prenante de ce qui se passe dans les services et aidants, mais en même temps, je ne sais pas dans quelle mesure vous les prenez en compte dans vos prévisions de vous dire on va pouvoir compter sur eux ou pas, parce qu'on ne le sait pas nécessairement à l'avance. Et je pense que ça doit jouer un peu sur le sentiment parfois des bénévoles de ne pas être suffisamment reconnus. Je critique rien, ce n'est pas une revendication. C'est juste parce que je pense que quand même le fait d'être dans cette dissymétrie complète de gens qui viennent gratuitement donner de leur temps, mais qui, quand ils ne peuvent pas, ne viennent pas, ça joue sur la reconnaissance que peut-être ils espéreraient de manière plus dense. Enfin, je ne sais pas ce qu'il faut dire. C'est juste une réflexion que...
Une réaction sur... Ça me fait sourire parce que la semaine dernière, c'est vrai qu'il y a eu un peu moins de bénévoles après la période Covid, vu qu'il y avait pas mal de bénévoles qui ne pouvaient pas venir. Et la semaine dernière, il y a un soignant qui m'a dit quand il y a moins de bénévoles, ça se sent quand même, c'est un peu lourd. Donc voilà, je pense que malheureusement, peut-être que parfois on ne le dit pas assez, mais je pense que c'est certain que ça aide dans nos journées, et notamment pour le temps de présence auprès des patients, et que c'est sûr que pour la prise en charge des patients, c'est un vrai plus. Donc, Une dernière question. C'est juste une réaction par rapport aux indicateurs, qualité, soins, etc. C'est absolument indispensable que les indicateurs soient au service du soin et que les soins puissent être valorisés par des indicateurs. Et pour parler de la maison médicale, je ne sais pas si ça se fait beaucoup ailleurs, mais en fait, on a mis en commun dans une direction tout ce qui est qualité et direction des soins pour justement donner cette pertinence, valoriser le travail qui est fait par les soignants, leur faire prendre conscience aussi qu'il y a des indicateurs nationaux, que voilà, il faut faire avec, mais voilà, donner du sens aussi à tous ces chiffres qu'on pourrait mettre en place pour répondre à des recommandations, des injonctions, mais que ça ait vraiment un sens dans le soin. Merci. Je vais donner la parole à Nicolas. Oui, une dernière question pour Agatha, qui a parlé de communication et de reconnaissance comme levier du soin. Tu as utilisé le mot de communication à dessein, j'imagine, en tant que philosophe. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle différence tu fais entre communiquer et délibérer, puisque c'était le thème de l'année dernière? Alors ici, communiquer, je le mettais vraiment sur le registre de la réciprocité, de donner à connaître, faire connaître ce qui est important dans chacune des deux logiques. Donc c'est une définition très très vaste. La délibération, elle a plutôt pour objectif des décisions. Alors elle participe du coup de l'ensemble plus global de la communication. Mais communiquer, c'est par exemple de façon totalement gratuite mentionner qu'une telle a l'anniversaire de sa fille ou quelque chose comme ça. La communication, tu l'as vraiment dit, Élodie, avec cet exemple-là, elle contribue à la confiance par des éléments de gratuité aussi. La délibération, elle a un objectif décisionnel. Il faut trancher à un moment donné. Alors ensuite, la manière dont se déroule une délibération, on peut souhaiter qu'elle contribue à construire aussi cette confiance plus globale, évidemment. Et on retrouve les éléments que vous avez donnés pour l'écoute, l'absence de jugement. Enfin, je ne sais plus, il y avait 3 éléments. On retrouve bien sûr ces éléments qui contribuent à construire de la confiance à tous les niveaux, d'échange de paroles. Bien, je crois que nous allons vraiment remercier nos 3 intervenantes, vraiment chacune. Merci.